Il est pile 14 heures et on va commencer. Et pour cette rencontre avec Karine Ferret, nous avons la chance d'avoir une introduction musicale par Sylvine et Christophe. Et Sylvine va vous expliquer ce qu'ils vont jouer. Et ce sera, je le sais, toujours délicat et magnifique. Merci, bonjour à tous, bonjour Karine Ferret. Alors je dois quand même vous faire un aveu, j'étais un petit peu dans l'impasse quand il fallait que je choisisse une musique pour vous parce que je ne savais pas trop quoi choisir. Alors je me suis, comme à chaque fois que je suis un peu dans l'impasse, installée sur mon canapé, je me suis dit bon. Et j'ai écouté du Bach, du Bach. Et tout à coup j'ai bondi de mon canapé, je me suis dit mais oui bien sûr, en fait c'est ça qu'il lui faut parce que je me suis dit dans cette musique il y a tout. Il y a des développements absolument implacables, une logique qui se déroule de manière tout à fait admirable, il y a voilà, une espèce de science du récit implacable, et je me suis dit ça c'est pour vous. Donc nous allons vous interpréter une invention de Jean-Sébastien Bach. J'adore Bach, c'est pas du tout ce que j'écoute en écrivant. J'écoute du rock, des trucs où tout le monde meurt à la fin. Mais j'adore Bach. Le Bach, c'est plutôt le matin, le lendemain de cuite. C'est parfait. Alors, pas d'informations sur ce que vous avez fait hier soir. Je précise. C'est peut-être le cas, oui. On est synchro. Alors, d'abord, je voudrais commencer par dire que je suis particulièrement heureuse de cette rencontre parce que je suis Karine Ferret depuis le début, depuis des années et voilà, c'était presque un rêve de te recevoir à lire sur la Sorgue et voilà, et tu es là aujourd'hui et je voulais te remercier d'être venu jusqu'à nous. Présenter aujourd'hui ton roman Grindadrap et puis on parlera après de ce tome 1 de la BD Islander, je le prononce bien. Mais voilà, ce Grindadrap,
On fait la rencontre de deux militants, alors il y en a plusieurs, mais il y en a plus que deux, mais de deux militants de l'association Sea Shepherd qui se retrouvent à la poursuite d'un navire-usine et puis pris dans une terrible tempête. Ils se retrouvent sur les îles Féroé où vient d'avoir lieu un grind, cette chasse traditionnelle qui consiste à rabattre les cétacés sur les plages et ensuite à les massacrer. Mais parmi les cadavres d'animaux, on retrouve aussi le cadavre d'un homme. Et donc commence une enquête qui sera menée par une journaliste et un capitaine de police. Mais avant de rentrer dans le livre, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que j'ai été attentive à la dédicace, qui est ce Jean Mallory à qui tu dédicaces ce livre? Vous connaissez peut-être Jean Mallory, donc le grand géographe français. Et alors du coup, je vais raconter une histoire parce que... Bah oui, on adore les histoires. Ouais, mais en fait, c'est un peu la base de... Ça a donné le ton du livre. Bon, les îles Féroé, c'est assez magnétique, il y a plein de légendes, des choses comme ça. Un peu fantastique, je ne suis pas trop dans cette veine-là en tout cas. Mais quand on s'intéresse à des gens comme Jean Mallory, forcément il arrive des choses. Et Jean Mallory, en fait, dans les années 30, il était jeune géographe, il voulait absolument aller au Groenland, il n'y avait aucun Français qui y était. Et il a fait cette demande, sauf qu'il s'est retrouvé au Sahara. Bon, c'était pas mon spot, et il s'est retrouvé complètement perdu avec son guide au fin fond du Sahara. Et il n'y avait plus qu'une demi-gourde, ils allaient mourir de soif, et donc il croyait que c'était la fin de tout. Et puis là, il y a un Touareg qui arrive, de nulle part, en fait, qui lui dit « Ah, c'est vous, Mallory, venez, vous attend à Tombouctou. » Déjà, il était là, merci, enfin, comment vous m'avez trouvé? Ouais, je cherche pas, en fait. Ok, il arrive à Tombouctou, et à Tombouctou, on lui dit Mallory, vous avez une bourse pour aller au Groenland. Super, tout ça sort de nulle part. Et donc il rentre à Paris, et alors à l'époque, c'est les années 30, hein, il fallait 3 ans pour préparer une expédition, d'autant que c'est la première expédition française au Groenland. Et là, Mallory, il a une vision, il dit je ne peux pas attendre 3 ans, il faut que je parte maintenant. Le Collège de France dit oui, déjà vous avez une bourse, vous pouvez dire estimez-vous heureux, mais c'est dans 3 ans parce que c'est comme ça, c'est tout. Il dit non, il faut que je parte maintenant. C'est étrange, et puis il fait le tour des banquiers français, personne n'était totalement inconnu. Il y a un banquier qui lui dit Mallory, vous avez du cran, j'aime bien votre histoire, je ne vais pas vous donner tout l'argent de la bourse là, parce que c'est beaucoup trop d'argent, mais je vous donne une petite somme que je ne retrouverai jamais, mais parce que je vous admire, et bon, bonne chance. Et Mallory part comme ça, avec de quoi tenir 3 mois, au lieu de 3 ans. Et il ne sait pas pourquoi. Il arrive là-bas, et là il fait une terrible dépression, et il croyait que les ours allaient l'attaquer, les Inuits étaient complètement paranoïaques, il croyait que les Inuits allaient le tuer aussi, il avait communiqué avec personne, c'était vraiment la brebis galeuse dans les igloos, et il allait mourir en fait, mourir de folie. Et là il y a un blizzard, il part avec ses chiens, ses traîneaux, comme une forme de raid de suicide, et là il y a une révélation, la cosmogonie, les astres, les loups, il communique avec ses chiens, il commence à voir des pierres qui lui parlent, enfin il est possédé par un truc un peu étrange, il revient sain et sauf, et les Inuits lui disent ça y est, c'est bon Mallory, alors ça va mieux. Oui, et il dit maintenant que tu es normal, on va dire, et viens avec moi parce que on va traverser le Groenland, il y a un mec qui veut te voir tout là-haut. Je dis ok, il part avec cet Esquimau, cet Inuit, et là il tombe sur un chaman qui ne comprend pas évidemment parce qu'il ne parle pas encore l'Inuit Mallory. Et là, il raconte cette rencontre avec ce chaman. Il ne sait pas si ça dure 30 secondes ou 30 minutes, mais ils sont en sorte de télépathie. Il comprend ce qu'il veut lui dire. En fait, et à un moment, il dit mais en fait, pourquoi vous m'avez fait venir là? Il me dit c'est moi qui vous ai appelé dans le Sahara. Okay. Et on a besoin d'un blanc. C'est tout ce qu'il dit. Et après, il dit c'est quoi cette rencontre? Il repart, il retraverse en traîneau le Groenland, et il arrive devant le village inuit, et là arrive un avion américain, première base navale américaine qui s'installe au Groenland. Le capitaine arrive, le colonel arrive et dit c'est vous Mallory, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et Mallory dit rentrez chez vous. Et Mallory est devenu l'ambassadeur des Inuits à partir de ce jour-là. C'est fou. Enfin, moi j'adore ce genre d'histoire. Je ne suis pas du tout mystique dans le départ. Elle arrive un peu.
Il y a quelques côtés un peu mystiques, en tout cas, enfin, on en parlera tout à l'heure. C'est un peu, on trouve ça un peu, ces trucs un peu étranges. Je dirais, Ferrari il a pété un câble et tout. Ah, c'est d'abord Mallory qui a pété un câble. C'est de sa faute. C'est grâce à lui. Non, mais c'est des histoires extraordinaires. Et alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer et nous raconter comment tu as atterri aux îles Féroé? Parce que nous dire un écrivain voyageur, je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois, tu nous emmènes dans des lieux différents, en Sibérie, en Argentine, en Afrique du Sud, là aux îles Féroé, mais à chaque fois, ça part d'un lieu que tu connais, et dans lequel tu es resté longtemps. Alors pardon, parce qu'en fait, je vais raconter une autre histoire. Désolé, hein, mais parce qu'en fait, il est arrivé un truc ce matin, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a un homme qui s'est fait tuer par un lion ce matin, en fait, en Namibie. Et il se trouve que je connais le lion. C'est Charlie, en fait. En fait, c'est pas un lion, c'est une lionne. C'est Charlie, en fait. Et il se trouve que, comme mon précédent roman Okavango se déroule en Namibie, donc c'était autour du braconnage sur les animaux terrestres. Malheureusement, on va être un peu long, mais je vais finir par revenir. Et avec mon fixeur, enfin, le lion qui a mangé, enfin qui a tué ce matin un humain, on le connaît, en fait il a un collier, et en Namibie, et du coup on revient sur la thématique qui est vraiment la fragilité du monde animal. On essaie de les réintroduire, j'y prends comme si j'étais quelque chose, mais dans le grand désert namibien, qui est un grand espace qui n'est pas une réserve en fait, qui est un espace qui est libre. On le sait, c'est un des rares endroits au monde où les hommes et les humains, les animaux et les humains vivent ensemble, et ils ont introduit quelques lions qui sont poussés vers la mer. D'ailleurs, c'est les premiers lions qui commencent à manger des phoques, parce qu'ils ont été repoussés par les humains. Et quand tu vas dans ce territoire-là, c'est un territoire où il y a des lions. Et quand tu campes, parce qu'il se trouve que j'ai campé à 300 mètres de l'endroit où le mec s'est fait étouffer. Et comme j'ai eu mon fixeur qui m'a dit, en fait, ils ont fait une erreur de dingue, et là, c'est le fixeur, enfin le guide des gens qui ont mis leur tente au mauvais endroit. C'est une rivière asséchée, et parce que là, tu te mets sur un truc où tu as une grande visibilité pour pouvoir voir les animaux qui arrivent, en fait, et ils se sont mis près des taillis, des broussailles, qui est vraiment pas du tout propice. Enfin, les animaux peuvent, par exemple, les lions peuvent débarquer. Et Charlie, elle a eu toute une histoire difficile de lui trouver un lion, parce qu'après, il faut qu'il fasse des petits, etc. Donc, en fait, il y a des gens qui s'en occupent, et pour eux, Charlie, elle est hyper importante, en fait. C'est est-ce que les lions vont pouvoir continuer à exister? Et évidemment, quand toi, tu viens en tant qu'observateur, tu respectes, enfin, tu essaies de respecter leur espace. Et non seulement ils se sont mis au mauvais endroit, mais surtout, on te dit, quand tu campes et quand il y a des lions, tu ne sors pas de ta tente la nuit. Parce que la nuit, ils chassent. Donc tu fais pipi avant. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, bah, j'ai envie de pisser. Bah, il a pissé, il s'est fait tuer. C'est quand même complètement con. Parce que du coup, ce qui est terrible, c'est que maintenant, Charlie, elle va se faire tuer. Quand un lion tue des humains, il les tue. Il a goûté au meurtre, en fait, d'humains. Donc, elle va se faire tuer. Donc, à cause, je ne vais pas dire que c'est imbécile, parce que du coup, mon empathie serait vraiment, je ne suis pas Brigitte Bardot, hein, j'aime pas plus les animaux que les humains, mais à cause d'une maladresse, d'une imprudence, eh ben, les quelques lions que des gens essaient de réintroduire depuis des années, en fait, ben, voilà, il y a une lionne en moins, et du coup, ça va, tout l'écosystème du coin, donc en fait, ça tient, on est des milliards, et on vient chez eux les voir, et excusez-moi, et voilà, ben, du coup, on les tue. C'est hyper fragile tout ça. Ça tient vraiment à rien du tout. Alors, comme mon bouquin parlait des animaux terrestres, je dis, bah, tiens, je vais faire aussi sur les animaux marins. En fait, c'était le pendant en fait, de Kavango. En fait, et comme c'est un prétexte pour parler de l'état de la mer, hein, l'état des océans qui est pire que sur Terre, donc je me suis branché évidemment avec Sea Shepherd parce que c'est comme un peu des défenseurs des océans. En général, parce que souvent ils sont un peu considérés comme éco-terroristes, pardon je parle trop, hein. Ils sont comme éco-terroristes, en fait ils essaient juste de faire respecter les traités qui ont été signés mais qui ne sont pas respectés. Donc ils n'ont jamais tué personne, etc. Mais même au Féroé, en discutant avec les gens, même les gens qui sont contre le green, donc la pêche à la baleine, ils disent ah oui mais Paul Watson c'est un criminel. Je dis il n'a jamais tué personne, c'est un criminel. Quand tu as un truc dans la tête, c'est difficile de faire sortir. Mais ça veut dire que tu voyages, tu arrives dans un endroit, tu restes un moment et tu te dis que y a un sujet qui est lié à cet endroit où tu sais où partir et sur ce sur quoi tu vas écrire. Comment ça se passe?
Dans chaque livre, c'est une aventure, en fait, c'est toujours un peu différent, quoi. Il y a certains livres, je me suis installé, enfin, j'avais un ami qui était en Afrique du Sud, et puis il m'a fait découvrir son pays. Je me suis dit, putain, super endroit pour écrire un polar, et l'enfer et le paradis qui sont côte à côte. Donc l'Argentine, ça fait longtemps, j'avais jamais mis les pieds sur le continent sud-américain. Je me suis dit, bah, tiens, l'histoire des grands-mères argentines, ça me passionne, donc je vais faire ça. La Namibie, je savais, je voulais être tueur de braconnier quand j'étais petit, hein. Donc je me suis dit, bah, tiens, tu vas te débrouiller pour faire un safari, mais pas dans un car avec 60 Allemands. C'est toujours les Allemands qui prennent dans ces cas-là. Bah, toi, tu essaies de fuir le touriste de masse pour essayer d'être au contact de Charlie, en l'occurrence. Bon, parce que là, du coup, tu as des trucs vachement authentiques. Et les îles Féroé, bah, je connaissais le green, en fait. Et pour parler des océans, je trouvais que c'était bien de parler des cétacés, parce que ma autre grande passion, c'est les orques. Alors, qui ne sont pas chassés, parce que c'est les pêcheurs, en fait, hein, féroïens qui rabattent les baleines pilotes. En fait, c'est souvent des bicéphales, donc c'est des grands. Voilà, c'est des bêtes qui font 4-5 mètres, mais les orques, c'est des killers. On rabat pas des orques. Ils te défoncent ton bateau si tu veux jouer à ça, en fait. Alors donc tu te dis, ah, c'est un truc pour les orques. Non, mais en fait, c'est la différence entre un globicéphale et une baleine, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, des baleines, il y a plusieurs sortes de baleines. Les baleines bleues, elles vont dans la rue, là. Bon. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus petites. Et là, les baleines pilotes, donc les globicéphales, bah oui, c'est des petites baleines toutes noires, là. Et puis, les dauphins à ventre blanc, en fait, qui sont des grands dauphins. C'est eux qui rabattent, en fait. Et ils les mangent, en fait, ça vient de cette tradition, le Grenada, ça vient des Vikings, donc en l'an 1000. À l'époque, il n'y a rien qui pousse sur ce caillou, enfin, ces cailloux, l'île Féroé, c'est un archipel. Donc à l'époque, ça justifiait, il y avait ils pêchaient le poisson et aussi les baleines ou globicéphales, et quand t'en chopais un, tu avais à manger pendant un mois pour tout le monde, quoi. Mais vu l'état des océans aujourd'hui, alors deux choses, c'est que les Féroïens aujourd'hui, ils ont le plus grand PIB européen, donc ils sont riches, il n'y a pas de SDF là-bas, hein. C'est plutôt des hobbits, ils ont des petites maisons avec de l'herbe sur le toit. C'est plutôt ça comme ça. Sauf quand ils tuent des je fais bien l'hobbit, ça. Pas très grand non plus, hein. C'est un avantage. Et vu l'état des océans qui est un peu tout pourri, vous savez que la pollution, vous connaissez la chaîne alimentaire, donc évidemment, quand il y a un peu de pollution, les petits mangent les gros, et les cétacés font partie des plus grands prédateurs des océans, donc ils sont tellement pollués qu'en fait, même au Féroé, en fait, c'est la viande de cétacés est interdite aux femmes enceintes, parce que c'est plein de saloperies qui va rendre le bébé débile. Donc, on imagine bien que pour nous, c'est pas très bon non plus. C'est pas trop, non. Mais alors, du coup, pardon, hein, je parle. Oui, non, parce que je suis là. Une fois sur place, comment ça se passe? Tu vas rencontrer des gens, tu y restes combien de temps? Comment tu travailles? Est-ce que les gens te racontent des histoires? Comment ça se passe? Alors, encore une fois, chaque pays est différent. Donc, en Argentine, ou au Chili, ou en Colombie, je suis resté plusieurs semaines, j'ai fait plusieurs voyages, j'ai rencontré plein de gens qui souvent me racontent des histoires. Parce que ce qui est cool, c'est que quand tu es écrivain, les gens te racontent des histoires. Si tu es journaliste, en fait, ils se méfient un peu, ils sont là, ouais, qu'est-ce que tu vas dire et tout. Les écrivains, ils ne se méfient pas du tout. Ils sont tort, hein, mais. Et du coup, les gens, alors surtout si je suis breton, donc j'aime bien la boisson. Et du coup, le soir. Bon, et du coup, je fais parce que le soir, les gens parlent plus facilement quand ils ont un verre dans le nez, vous le savez. Et du coup, ils racontent des histoires que des fois, ils ne racontent pas à leur mère ou à leur copain ou leur copine. Donc c'est bien, j'ai plein d'histoires. Alors aussi, des fois, c'est des histoires qui sont un peu tragiques quand tu parles avec les victimes, etc. Et quand tu racontes des histoires comme ça, t'es tellement. T'as les poils comme ça. Enfin, il y a des récits qui sont vraiment très durs. Et du coup, la moindre des choses, c'est de leur rendre justice, c'est essayer de raconter leur histoire à travers des personnages qui sont un peu prétextes. Alors, les îles Féroé, j'ai cherché normalement quand je pars sur un pays, j'essaie de trouver le livre d'histoire qui va me raconter toute l'histoire du pays en détail pour essayer de comprendre. Hein, vous savez que pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé. Et là, aux îles Féroé, je n'ai rien trouvé. Et parce qu'en fait, il se passe rien depuis les Vikings, en gros, quoi. En fait, c'est pas du tout un pays qui est. Ouais, reprends parce que je pense que personne n'a entendu le début de la phrase. Ouais, aux îles Féroé, en fait, il se passe. J'ai pas trouvé des livres en fait, qui racontent leur histoire parce qu'en fait, il se passe pas grand chose. Ils sont là.
depuis un certain temps. Alors ils pêchent, c'est un grand pays de pêche, hein, donc, ils sont à la fois assez bio au niveau de la pêche, mais par contre pas du tout au niveau de cette tradition en fait, qui est comme le monde. Et du coup, je suis pas resté, je suis allé 2 fois une semaine en été, parce que c'est l'été que les greens ont lieu. Après, quand il va, tu sais pas combien de temps, est-ce qu'il va y avoir un green au moment où tu y es. Après, moi, j'ai pas spécialement besoin de voir un massacre de cétacés pour savoir que c'est dégueulasse, quoi. C'est un peu réduisant, mais par contre, j'ai une paire d'images où, pour habituer, parce qu'évidemment, tout être normalement constitué n'a pas du tout envie de voir un gentil dauphin la tête coupée. Alors, ce qu'ils font, pour habituer les gens à trouver ça normal, ils prennent les enfants, et quand ils ont 2 ans, 3 ans, ils les amènent sur les lieux des massacres, et puis ils jouent à saut-mouton sur les carcasses Bah ouais, c'est dégueulasse, mais du coup, quand t'es petit, on te lave le cerveau, hein, alors, ou c'est l'Ebola en Iran, ou c'est, alors je fais des parallèles, hein, le scabreux, d'accord, ou des dauphins, et en fait quand tu es habitué à un truc, bah, tu trouves ça normal, donc ils habituent les gens comme ça. Alors moi j'en ai pas vu, par contre j'avais des contacts avec des gens sur place, notamment un couple qui était, lui était pour les greens, elle était contre, lui pour des histoires de tradition, etc. Elle a dit vraiment comme c'est un peu barbare, et puis là les jeunes ils commencent avec les réseaux sociaux, maintenant c'est bon, il y a des images qui sont filmées, après quand on te dit il y a des massacres, bon, et quand tu le vois sur les réseaux sociaux, bah, tout de suite t'es un peu impacté on va dire quoi. Et elle, même si elle était elle trouvait quand même que Paul Watson c'était un criminel, et en fait ils m'ont fait écouter la baleine et le dauphin quoi. Bah, bon, bah, dans ces cas-là, alors si j'avais été la panse de brebis faisandée, bah, j'aurais même pas goûté. Hein. Mais là, tu veux faire, merci pour votre spécialité, et tu goûtes, et en plus c'est dégueulasse. Non seulement tu t'empoisonnes, mais en plus c'est vraiment, vraiment pas bon. C'est intéressant, tout à l'heure tu disais que tu n'avais pas trouvé de livre d'histoire qui racontait l'histoire des îles Féroé. Et puis tu disais un autre moment, je ne sais plus ce que c'était que cette phrase, mais il se trouve que dans tous tes livres, tu mêles l'histoire, la politique, la géographie, il y a vraiment tout est mêlé. Et je voulais savoir si les écrivains, si toi en tant qu'écrivain, tu te considérais comme un pont en fait, comme un transmetteur, comment on pourrait appeler ça, un passeur, exactement, un passeur. Puis en plus il y a la librairie Passeur de Lille. Ouais, c'est bien ça, ouais, je suis un passeur. Ouais, c'est ça. Non, après, chaque auteur a vraiment sa façon de faire, son tempérament, etc. Bon, moi, je n'ai pas fait d'études, donc j'ai fait le tour du monde quand j'avais 20 ans. Pour moi, c'était mes études, c'était ça. J'ai rencontré plein de pays, plein de gens, plein de pauvres. Tu dis, enfin, quand tu es ado, tu crois que tu as des graves problèmes, machin, puis après, tu vois les autres, tu es là, non, en fait, tout va très bien. C'est bien, ça recadre un peu. Mais du coup, moi, je ne conçois pas, en fait, de ne pas voyager sur place et de ne pas rencontrer les gens. En fait, moi, c'est naturel, et du coup, comme j'ai pas fait d'études, bah, j'adore la philosophie, la poésie, l'anthropologie, l'ethnologie, tout ce qui est en I, en fait, que j'ai pas étudié, et du coup, je mêle tout ça pour que le lecteur il soit, pendant l'espace d'un livre, argentin, sud-africain, et souvent on dit, ah bah tiens, on a l'impression d'y être, je dis, bah oui, parce que j'y étais, et souvent c'est des petits détails, on dit que le diable se cache dans les détails, mais le petit bon Dieu aussi, c'est qu'en fait, il y a plein de petites choses en fait, que tu peux voir que sur place. Il y a des petites choses, et ça fait authentique, mais parce que c'est authentique, c'est des petites remarques ou des petites choses que j'ai eues qui fait que voilà, j'ai envie que les gens ils voyagent, mais de l'intérieur. C'est pas c'est pas la pharmacienne de Laval qui arrive en Afrique quand on dit ils sont noirs. Quoi. Ça, c'est les séries de TF1, quoi. Parce qu'on apprend plein de choses. Absolument. Il y a une intrigue voilà, il y a l'intrigue, mais tout est hyper documenté. Donc on apprend énormément de choses dans les romans de Caril. Et puis dans ce livre, plus particulièrement, je trouve, il y a une forme d'émotion qui est apparue, quelque chose une sensibilité dans l'écriture que je n'avais pas sentie dans les autres, quelque chose de presque parfois un peu d'onirique. Et je voulais savoir si c'était quelque chose enfin si tu t'en étais rendu compte, si c'était conscient ou pas. Au départ, non, mais en fait, il y a une chose, je crois que c'est très lié à ça, c'est que c'est la première fois que j'ai écrit à la première personne.
du singulier et au présent. Et ça change toute la narration. Quand vous prenez un personnage, qu'il soit flic, reporter, peu importe, vous le mettez dans un contexte, mais quand c'est je, c'est complètement subjectif, et du coup, ça change complètement ce que tu racontes. Tu ne vas pas commencer à faire des exposés, oui, c'est pas si ça, en 1942, bon non, bah, quand c'est toi qui vis, tu n'es pas en train de faire un cours, quoi. Donc ça, ça change, et puis comme le narrateur, enfin, celui de la première personne en tout cas, il plonge, c'est un spécialiste de l'apnée. Alors il faut savoir que moi j'ai peur de la mort en apnée, c'est ma phobie, absolument. Moi je nage pas, je coule. Je dis souvent ça, je suis l'homme qui coule à pic. Donc, bon, bah, du coup, bah, après c'est le roman. Hein. En littérature, bah, chacun prend des personnages qui ne sont pas forcément eux. Enfin, parfois dans la blanche, fiction, oui. Enfin, moi c'est un peu noir aux fictions des autres. C'est un peu l'inverse, bah, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et du coup, le fait d'avoir un personnage qui est à la fois si loin de moi, mais aussi si proche, parce qu'il est bien jeune, hein, parce qu'ils sont un peu éco-anxieux, pourquoi. Carrément. Ben oui, mais après je les comprends, parce que moi-même je suis un peu pessimiste sur l'humanité, mais je suis pas sûr qu'on va passer le siècle. Quoi. Super, je ne suis pas du tout catastrophiste, mais enfin on voit un peu ce qui se passe, qui va super. Et du coup, le problème d'avoir un jeune, plutôt d'être un peu un vieux con qui dit ouais, c'était mieux avant, de prendre un jeune avec toutes les problématiques d'aujourd'hui. Et du coup, je lui fais dire des choses qui sont un peu moi aussi, quoi. Tu vois, que, par exemple, à un moment, il dit, mais c'est un détail, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Vous avez la ref, là, je sais. Non, là, je sais. Je sais que je vais du piano de Bah, évidemment. J'y vais, là. Ah non, je finis avec le... non, mais quand je vois une femme enceinte, je me dis, ah ouais, prends ce risque-là, quoi. Ouais, alors désolé, c'est des femmes enceintes, il n'y a pas trop de femmes enceintes dans le. Mais en fait, alors c'est pas du tout. Enfin, 100 ans, si un bébé qui naît aujourd'hui, on peut dire qu'il peut vivre 100 ans. Je sais pas, moi, en 2120, il va faire 63 degrés ici, il va y avoir des guerres, des catastrophes, c'est terrible. Oh, c'est trop triste. Et alors, Non, mais le personnage, il porte un peu ça, quoi. En fait, mais il porte c'est ça, en fait, c'est cette conscience, parce que cette conscience, elle n'est pas arrivée là pour l'écriture de ce roman, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de neuf, de nouveau dans l'écriture. Je me répète, mais il y a une émotion, une délicatesse, peut-être une fluidité dans l'écriture qui est vraiment, moi, qui m'a sauté aux yeux. Et ça vient de quoi ça? Pourquoi dans celui-là c'est différent? Peut-être qu'en vieillissant, on se rapproche un peu de l'écurie, quoi. Tu vois on a besoin. Alors moi, je suis très athée. Mais je sais qu'il y a des forces autour de moi. Le chamanisme m'a toujours fasciné parce que c'est un autre contact avec. En fait, c'est le lien perdu. En fait, ce bouquin, c'est un peu sur le lien perdu qu'on a perdu, nous, avec la nature et les animaux. En fait, on sait très bien que nos ancêtres, et encore les Indiens aujourd'hui, ont un rapport avec les animaux qui est complètement différent. Enfin, ça m'a toujours fait rêver d'imaginer qu'on puisse communiquer avec les animaux. Et ce qui est quand même, il y a plein de trucs fous. Les animaux, certains animaux, les plus évolués, par rapport à nous en tout cas, ils peuvent nous imiter. Si tu dis viens un dauphin ou un singe ou même des éléphants, ils peuvent venir. En fait. Et nous, malgré nos ordinateurs, toutes les études qu'on veut faire, on est incapable de parler le moindre langage animal. C'est quand même troublant que les animaux peuvent apprendre certaines bribes de leur langage et nous, rien du tout. On a beau faire des... Le flipper, il ne vient pas. Alors que tu dis petit, tu n'as pas forcément besoin d'un hareng en fait, pour qu'ils viennent. Donc en fait, eux, ils n'ont pas perdu ce lien et nous, on l'a perdu. Alors, j'adore l'éthologie, mais je suis qu'amateur. Hein, donc je n'ai pas de réponse, mais pourquoi les orques attaquent les bateaux en ce moment? Les orques n'ont jamais tué aucun humain. Jamais, jamais, jamais. Alors que pour eux, on est des chips. Ils pourraient nous manger, mais sans problème. Et pourquoi ils ne le font pas? Déjà, moi, ça me fascine, parce que c'est des super prédateurs, enfin, même s'il y a plusieurs types d'orques, en fait, mais ils ne le font pas. Et quand tu nages avec eux, ils ne t'attaquent pas. Et même, ils viennent te chercher, c'est eux qui prennent le contact avec toi. D'ailleurs, il y a une scène très très belle de nage, et alors évidemment, c'est le moment où j'oublie le nom du... Pierre Robert de la Tour, en fait, le spécialiste
protocole d'approche. C'est pas ça que tu voulais dire. Eh ben, alors c'est très bien, mais non, c'était pas ça. C'était le prénom du militant. Aileen, et comment Gab, il s'appelle Gab. Merci beaucoup. Alors, des scènes très belles et de l'onirisme dont je parlais tout à l'heure est aussi là-dedans dans ces pages de plongée et d'approche c'est un orque au départ. C'est on est vraiment dans la mer. Hein. On n'a pas chaud parce qu'elle n'est pas chaude, l'eau. Et il y a aussi une scène de tempête qui est absolument formidable. On est sur le bateau, on a peur de couler et quand on en a parlé avec Maria de Grindadrap, elle m'a dit mais moi en lisant cette scène j'ai eu le mal de mer. Donc c'est particulièrement réussi. Donc, comment tu l'as écrite cette scène-là de tempête qui est incroyable? Moi ça me terrifie. Comme j'ai peur de la mort en apnée, mourir sur un bateau en pleine tempête, c'est un cauchemar absolu quoi. Donc d'abord tu décris souvent bien ce que tu ressens, ce qui te fait peur, puis c'est plein d'images qui sont absolument terrifiantes. Alors du coup, pour un romancier, romancière, c'est bon quoi. Enfin, t'as plein de trucs, t'as vraiment envie de l'écrire et de le mettre en scène. Mais tu vois, la plongée un peu chamanique qu'il y a avec l'orque, c'est aussi un hommage à Jean Mallory. Enfin, tu vois, ce contact que lui avait. Et quand il est rentré de la première fois de Groenland, quand il parlait de parler avec les pierres, et tout le monde était ah, Mallory, n'importe quoi. Et il n'y a que Gaston Bachelard, en fait, qui lui a dit non, mais Mallory, vous écoutez pas, les universitaires, là, ils sont le cul dans leur chair, là, ils sont jamais allés nulle part, en fait, c'est vous qui avez raison. Parce qu'il s'est rapproché, en fait, des chamans et des peuples premiers qui sont toujours en contact avec ça. Et quand j'ai eu plein de trucs sur les orques, parce que c'est l'animal quand même suprême, c'est le grand prédateur qui ne nous attaque pas, et quand tu plonges avec eux, en fait, ils ont, comme on est fait de 70% d'eau, quand ils communiquent, déjà les orques, quand ils communiquent, ils sont pas que. Les dauphins, ils sont comme nous, par exemple, ils se coupent la parole. Blablabla. Les orques, quand ils commencent, ils font un pi, qui veut dire c'est moi qui parle, personne ne lui coupe la parole, un peu comme des femmes. Non, mais les mecs coupent la parole, hein. Les femmes, elles écoutent, souvent, je vais observer. Et quand les orques font des... Et quand ils ont fini de parler, ils refont le même clic qu'au départ, qui veut dire Roger. Je parle orque, vous avez remarqué. Donc ils ont une façon de communiquer qui est particulière. Et en fait, quand nous, on plonge avec eux, comme on est constitué de 70% d'eau, comme le son va 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air, leur clic nous traverse. Et il paraît que quand un orque te parle, il est capable, il sait que tu as peur, il ressent ce que tu ressens, en fait, à travers l'eau. Et quand tes clics te traversent, tu as chaud au ventre, et le réflexe de tous les humains, c'est tu pleures. J'adore. Enfin, moi, ça me fait trop triper. C'est assez incroyable. Bah oui, donc c'est pour ça que mon héros, il plonge avec les orques, quoi. Et ça, c'est aussi, je voulais conseiller. Enfin, de toute façon, vous n'allez pas piocher des scènes comme ça. Le livre, il faut le lire du début à la fin. Mais ces scènes aussi d'approche d'orque, enfin, le lien avec l'animal, il est absolument incroyable. Tout à l'heure, tu disais que la scène de tempête, tu l'avais écrite parce que c'était quelque chose qui te faisait peur et que tu avais l'image devant les yeux. Et ça faisait partie des questions que je voulais te poser parce que dans ce roman, il est très visuel. Toutes les images, non seulement on les imagine, mais on les voit. Et du coup, je voulais savoir, quand tu écris, tout ce que tu nous écris, c'est devant tes yeux. Tu vois toutes ces images et tu les décris. Bah moi, je sais pas, j'ai un imaginaire un peu cinématographique en fait. Souvent, c'est découpé en scènes et c'est assez rythmé comme un peu au cinéma. Et peut-être parce que les classiques que je lisais à l'école, je trouvais ça beaucoup trop long. Il y avait beaucoup trop de descriptions. Alors je sais qu'il n'y a pas de télé à l'époque, hein, donc il fallait bien décrire les façades et tout. Comme 3 pages sur une façade de baraque. Enfin, moi, ça m'a toujours saoulé en fait, quoi. Et enfin, je ne suis pas en train de dire que les classiques sont pas bien, c'est pas ça, hein, c'est une autre époque et ça. Et donc, quand tu as une écriture, un imaginaire un peu plus visuel, puis moi, je suis pas très bon en description en fait. Souvent, en fait, dans mon écriture,
vraiment entre les lignes. Il y a plein de choses, en fait, c'est au lecteur ou à l'actrice de se faire un peu son image. Et des fois, je sais que dans celui-là, je ne réponds pas à toutes les questions au cluedo. Qui a tué qui, avec quelle, la matraque, machin. Ah, ça m'intéresse pas trop, on a compris. Et là, je vais volontairement laisser ça un peu en suspens, justement pour garder ce côté un peu magnétique, un peu fantastique, un peu étrange des îles Féroé, et surtout ce contact perdu avec les animaux qu'il essaie de retrouver, etc. Donc les choses sont pas... Il se passe un truc qui fait que il n'y a pas les résolutions, mais il y a des gens, ils aiment bien avoir, bien cartésien chez nous, qu'en fait, si tu n'as pas répondu à toutes les cases, tac, ouais, l'intrigue, elle est toute nulle, toute pétée, quoi. Moi, je sais exactement qui a tué qui, machin. Il y a un petit jeu, en fait. Mais on peut lire de deux manières, en fait. On peut lire, si tu lis que l'enquête du flic, tu dis, ah ouais, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah mais là, il y a un truc qui est bizarre, c'est quoi cette histoire de mouton qu'on retrouve là? Et bon, comme il n'y a pas les solutions, c'est à vous de faire le truc. Et après, si tu lis pas ça du tout, tu lis que le narrateur avec enfin, la tempête, les orques et tout. Ouais, mais c'est un bouquin un peu fantastique, non? Et moi, je veux qu'il soit un truc un peu entre les deux. C'est réfléchi, il a dit, ouais, il a bâclé l'intrigue. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, après, c'est pas non plus c'est pas un génie, hein, mais voilà, c'est un trip spécial. C'est vrai que ça ressemble à ce que je voulais dire, en fait. Et ça, Là, j'en malorie. c'est nouveau. C'est complètement nouveau. Mais après, parce qu'évidemment, quand j'ai écrit ce livre, j'avais pas plongé avec les orques. J'ai toujours peur de la mort en nature, en fait. Et je finis le bouquin, puis j'en discutais avec ma fille, Emma Ferret, hein, qui écrit des livres aussi, et Mirage, aux éditions Albin Michel, très très bien, ça se passe à Dubaï, c'est sur les influenceuses. Je vous encourage à le lire, les stages subliminales. Il faut qu'on sache quand est-ce qu'il est sorti, quand est-ce qu'il sort. Il est sorti l'année dernière, en mars 2024. Vous avez tous noté. Emma Ferret. C'est la fille, c'est la vedette. Tu vois, on est très très proches, on est potes. Vous savez, les enfants, on les éduque pendant 20 ans, et puis après, où tu rates le truc, et tu dis, oh, putain, ils ont 25 ou 30 ans, oh merde, il faut bouffer le poulet chez les parents le dimanche midi, c'est la corvée, généralement, il faut éviter, comment tu peux éviter que le poulet, quoi, le poulet corvée. Et je pense en fait le truc, il faut devenir ami, en fait, parce que c'est un peu eux qui nous éduquent. En fait, à partir de 20 ans, ils vont avoir la génération, des fois c'est bizarre d'autres trucs et tout. Mais si tu restes un peu comme sur des ergots, non, mais mon temps c'est pas pareil, oui, évidemment, c'est pas le même temps. En fait. Donc si tu te remets, tu dis, ah bah oui, pourquoi pas, et après tu deviens pote, tu prends des cuites par exemple, du coup, tu deviens ami, en fait. Donc, alors, moi, je suis une petite parabole, mais comme souvent on s'invite l'un l'autre, nos amis, etc., je lui raconte mon prochain bouquin. Elle adore les animaux, elle est venue avec moi en Namibie, elle adore toutes ces histoires, elle connaît Charlie aussi, la lionne. Hein. Oui, la lionne, ça. Et elle me dit, ah ouais, les orques, j'adore et tout. Et le lendemain matin, je rentre chez moi, et le lendemain matin, j'ai pris sur soi un message Orca Expédition. C'est pour aller plonger avec les orques en mer de Norvège au mois de février, janvier, dans le noir. Bon, évidemment, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. Parce que si tu réfléchis, tu ne vas pas. N'importe quoi. Et donc on est allé, le bouquin était fini. Alors je dis, c'était dommage de ne pas avoir fait cette expérience de plonger avec les orques. Je vous rappelle, les orques, ils communiquent avec toi, tu chiales. C'était oui, j'y suis allé, en fait. Et alors, ça s'est passé comment? Évidemment, c'est toujours pas haut à 3 degrés. Non, elle n'est pas chaude, on va dire. Au milieu des fjords, donc au début de l'Arctique, super. Le plus dur, en fait, il fait très très froid, il fait moins 15, bon. Ressenti sur le bateau, moins 20, bon. Et tu as une combi, une combinaison semi-étanche énorme, en fait, elle pèse, je sais pas, 15 kilos. Alors, le bas, ça va, tu mets ton truc, ça tourne jusque-là, mais après, le haut, il n'y a pas de fermeture. Donc, tu es obligé de t'enfiler là-dedans, il y a un tout petit trou pour la tête. J'ai failli m'étouffer, me noyer à sec, pour mettre la tête qui coince, c'était un cauchemar absolu, ça pour enfiler la combi. Je n'étais pas le seul, hein. Et encore, je suis assez
Mais, j'ai une copine qui était un peu bien rondée, quoi. Ah, la pauvre. La pauvre. On était à 3, puis tirer sur les trucs. On était traumatisés, hein. T'as jamais ta combi, on pensait plus du tout aux orques, plus rien. Hein. C'est la combi, c'était horrible. Alors, une fois que t'as la combi, tu la gardes. Hein. Tu vois. Ah, c'est bien dur, hein, franchement. Et puis après, il faut trouver les animaux. Parce que les orques, ils sont pas là. Ouh, pas mal ta combi. Non, pas comme ça que ça marche. Donc on est resté 4 jours à tenter les fjords, en disant est-ce qu'on va voir et là, j'ai eu vachement peur, hein. Donc bon. Non mais c'est terrifiant. Non, mais je te confirme, parce que alors on a fini par trouver, parce qu'en fait c'est les orques qui décident de leur rencontre. En fait. Si tu vois des orques, ils ont pas envie de te voir, ils ont envie de te voir, puis ils plongent et tu les vois plus. Et par contre, s'ils décident de voir, ben, ils viennent, ils te signifient qu'ils sont OK pour une plongée ensemble. Et là, à un moment, ils venaient me manger, ce qui était plutôt cool. Et il y avait 30, 50 orques. Et là, t'es là, waouh, t'as trop envie de pleurer tellement c'est beau, quoi. Sauf que ça caille, hein, ça fait 2 heures, comme ça. Et il y a tout un protocole hein, pour y aller, enfin pour aller nager avec les orques. Tu t'entraînes avant quand même, quoi. Dans le port, un port gelé. En fait. Ils disent ouais, parce qu'en fait, les orques, ils n'aiment pas les battements des palmes. Donc, pour nager avec eux, il faut faire Superman. Je rappelle que je ne nage pas moi. Hein, donc, le guide, il te dit ouais, c'est hyper facile. En fait, alors, je vais vous faire parce que ça demande un peu de. Alors, Superman, c'est que tu nages, alors, tu te mets dans l'eau sans faire plouf comme un con d'ado. Tu mets tes petites palmes quand tu es sur le boudin. Quand il y aura les orques, tu es sur le boudin, tu mets tes palmes comme ça, et après tu nages en Superman. Alors tu as une main comme ça, et tu dois. Alors tu bats pas, tu as des palmes là, mais tu bats pas parce que comment tu vas faire des trucs. Donc tu bats avec celle du dessous, mais dans ce sens-là. Alors j'y arrive pas, hein. C'est hyper dur. C'était 30 ans que. On peut aller jusqu'à la rencontre là. Oui, c'était un peu long. Enfin, c'était un peu. Non, c'est trop bien. Tu me dis que Léa, 30, 40 orques, est-ce qu'elles vont vouloir? Et là, il y a un bébé, un petit, qui vient contre le bateau. Mais c'est un petit. Contre les boudins. Alors, c'est un petit zodiaque hein, quand même. Hein. Quand tu vas à quai, tu dis, oh, pas mal. En fait, on était 11 dessus, en fait, au milieu des fêtes, c'est tout petit. Et il vient en contact pour nous dire ok, on peut y aller. Et là, c'est tac. En fait, tu te mets sur le boudin, tu as tout un protocole, des masques que tu bats, etc. Et là, il faut y aller. Mais évidemment, moi j'avais rêvé d'une mer calme, avec les orques qui seraient là. Bah non, évidemment, c'était là, la mer, elle est quoi? Elle est démontée. Évidemment, il y a des creux de 2 mètres, personne ne plonge dans des creux pareils. Et la mer est toute noire, il n'y a pas de soleil. Hein. Déjà, il fait entre chien et loup. La mer est de bronze avec des creux de 2-3 mètres qui coulent. Donc déjà, quand tu te jettes à l'eau, c'est quand ton bateau est dans le creux. Parce que s'il est là-haut... c'est horrible. J'étais face à mon pire cauchemar. Les orques, ils étaient super, en fait. Enfin, ils étaient là, les orques, mais alors la mer, et dans ce cas-là, j'ai sauté le premier. Là. Pour pas avoir à être le dernier, c'est ça? Pour réfléchir. Non, si tu réfléchis, tu vas pas. Et du coup, moi, déjà, d'entrée, moi, j'étais brassé, parce que moi, j'ai peur, la main en apnée, donc s'il vous plaît, la mer ne me submergez pas. Tu pars, t'es déjà dedans, plus de masque, plus de tuba, tout bon. Et le guide, il dit, ça va? Je dis, moyen. Et du coup, comme j'ai sauté le premier, j'ai fait près de lui, parce que lui, il a sauté, ouais. Il a fait un point, et du coup, je me suis accroché à lui. Et la plongée a duré 7 minutes, enfin, en gros, hein, ça a duré 3 quarts d'heure. C'est totalement épuisant, parce que quand il y a des creux et de la l'eau, etc., rien que pour te. Parce qu'avec ces putains de combis, là, t'es un bouchon. Et donc, pour se maintenir à flot, t'es obligé de pédaler à
fond avec tes palmes, c'est totalement épuisant. Même les nageurs confirmés, ils étaient complètement rincés pendant la plongée. Et heureusement, moi j'étais accroché à lui, donc au moins je savais que je n'allais pas dériver jusqu'en Écosse, parce que je ne maîtrise rien dans l'eau. Et un moment m'a dit, mais regarde, j'ai quoi? Il dit, t'es venu pour voir des orques, pas pour te débattre comme un con, en t'accrochant à moi, tu me fais couler. Je dis, regarde. Et ben, en fait, elles étaient dessous. Alors, comme j'ai plus de masque, plus rien, donc j'étais. La rencontre, tu vois, avec les orques, tu pleures. Non, en fait, c'était un fabuleux cauchemar. J'ai vu vaguement 2 trucs blancs passer sous moi. Puis après, il faut monter. Alors, il y a la... On donne de la personne qui Il y a la rencontre réelle et puis la rencontre dans le roman. Ouais, il y a une grosse différence entre la réalité et la fiction. La beauté du roman aussi, c'est irrésistible. Alors évidemment, la transition avec ma prochaine question est complètement pétée, hein, puisque je voulais, avant de vous faire passer le micro, dire que tu avais je ne vais pas dire une vision très sombre, mais enfin quand même que ce roman, il y a beaucoup de choses quand même dramatiques. Et je voulais te demander où est-ce que tu plaçais l'espoir encore. Donc évidemment, après ce que tu viens de nous raconter, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais je le tente quand même. Non, mais c'est toujours, on est capable du meilleur comme du pire, on est humain, vous savez. Et c'est toujours l'amour et l'amitié. Hein. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. De toute façon, et les livres. Oui, on peut lire avec amour, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que sur notre lit mort, parce que le capitalisme, en gros, hein, le rêve du capitalisme, c'est mourir au plus riche du cimetière. Ah oui, voilà, tiens, j'ai ma Rolex. Eh ben moi, sur mon compte, j'ai 2 millions. Ah, moi, j'en ai 3, pauvre con. C'est hyper intéressant. Vraiment, c'est très très intéressant comme projet. Alors, sur notre lit mort, on va penser à quoi sur notre lit mort? Aux gens qu'on a aimés, à nos enfants, à nos amours, à nos grandes amitiés. C'est ça qui nous tient, en fait. Et pour affronter le pire, le fascisme, la guerre, etc., on n'a jamais, paraît-il, jamais autant ri pendant la guerre en France. En fait. Mais c'est normal, en fait, quand tout est dramatique, l'humain, il a cette capacité de résilience qui fait que il faut vraiment rire. C'est pas qu'on rit souvent aux enterrements, c'est un peu nerveux, etc. Mais c'est un phénomène compensatoire. Et nous, on a été des champions de la sociabilité. Et je pense que c'est ça qui fait la force, la faiblesse aussi, mais en tout cas, l'amour, c'est la force, vraiment la force des humains. Et c'est pas qu'il y a toujours des histoires d'amour dans mon livre, autrement je m'ennuie. J'essaie de raconter que l'histoire de mecs qui tuent bidule. Tu es d'accord? Complètement. Tu aimes bien ça, l'amour? Mais j'adore, évidemment. On n'a même pas eu le temps de parler de ce premier tome de la BD que je vous conseille. Alors, vous le verrez, hein, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique. C'est pas moi qui dessine, hein, je le dis. Oui, Carrie a écrit le scénario donc des réfugiés européens qui cherchent à tout prix à gagner l'Islande, qui durcit ses lois. Il y a des camps, il y a des. C'est sombre et délicat à la fois dans les rapports humains. En fait, juste hyper vite fait, parce que oui. J'adore le travail de Corentin, c'est vraiment une chance de travailler avec ce garçon-là qui est hyper talentueux, mise en scène et tout. Mais l'idée, c'était vous savez que les réfugiés aujourd'hui, voilà, puis maintenant, 70 réfugiés qui sont morts dans la Méditerranée. Bon, ça devient une information. En fait, l'idée, c'était de renverser la perspective, toutes les horreurs, en tout cas, qui arrivent aux réfugiés. En fait, c'est ce qui arrive aujourd'hui aux Noirs. Et le fait que ce soit des Blancs, qui soient européens, du coup, ça nous renvoie à des choses qui sont humaines, féministes, en tout cas. Quoi. Mais aujourd'hui, on a besoin d'empathie, en fait, nous, pour comprendre les choses, parce que les humains sont faits comme ça. Quoi. Le fait de mettre des Européens dans la situation des gens du Sahel et compagnie, j'espère que ça bouge les lignes. C'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Donc c'est très réussi. On va faire. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui. Est-ce que il y a des questions dans la salle? Alors là, au premier rang.
merci. Bonjour. Alors, merci de me faire voyager parce que je ne peux plus marcher. Donc, c'est quand même drôlement bien. Bon, voilà. Alors, je voulais d'abord vous parler de votre personnage Malan. Vous avez un personnage dans votre dernier livre, là, qui s'appelle Malan. M-A-L-A-N. Alors, je voulais vous raconter l'histoire des Malans. Alors, dans le Luberon, qui n'est pas ici, hein, un peu plus loin. Ah, mais vous ne m'entendez pas, d'accord. Le micro sur le menton. D'accord. Alors, je voulais vous raconter l'histoire des Malans, qui sont nombreux en Afrique du Sud. Alors, il y avait beaucoup de Malans dans le Luberon, qui n'est pas là, Kinshasa n'est pas dans le Luberon, c'est un peu plus loin. Et donc, dans le Luberon, il y a eu, au XVe siècle, XIVe et XVe siècle, l'arrivée des Vaudois. Les Vaudois étaient des disciples d'un monsieur de Lyon qui s'appelait Valdès, et qui préconisait la pauvreté, qui trouvait que la religion catholique faisait n'importe quoi, vendait des indulgences, faisait n'importe quoi. Donc, ce Valdo a eu de plus en plus de disciples, et c'était en fait les précurseurs du protestantisme. Le protestantisme est arrivé après. Les Vaudois sont arrivés dans le Luberon au XVe siècle. Ils ont travaillé, ils ont enrichi les terres, etc. On leur avait vendu des terres pas peu chères, c'était très bien. Enfin, c'était très bien. Donc, moi, j'habitais pendant 30 ans dans un endroit qui s'appelait Les Seguins, qui était le nom d'une famille vaudoise qui avait vécu. Et au XVIe siècle, à cause de la guerre de religion, les Vaudois ont été persécutés, mais de façon horrible, horrible, horrible. Des femmes enterrées vivantes, des femmes violées, évidemment des fermes, des gens expulsés, des fermes brûlées, etc. Et parmi les Vaudois persécutés, à Lourmarin et à Liradol, il y avait les familles Malans. Et on ne sait pas pourquoi, les Malans, après cette persécution, beaucoup d'entre eux sont partis en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, un descendant des Malans a été le théoricien et l'investigateur de l'apartheid. Et là, c'est très choquant, quoi. Ça veut dire que la mémoire de ses ancêtres avait disparu. Et ça me fait penser à ce qui peut se passer actuellement avec Netanyahou et les gens d'extrême droite en Israël qui ont oublié qu'il y avait eu la Shoah. Voilà, mais je vais vous parler des Malans. Merci. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y aurait une question? Oui. Le micro arrive. Comme je lis quasiment toute votre œuvre, avec des éléments constants qui reviennent, c'est-à-dire un décor souvent dépaysant, avec des ressorts dramatiques qui sont liés, un peu comme ce que disait John Irving, pour relancer la tension romanesque, il faut qu'il y ait des morts. Et je me demandais si un jour vous écririez un livre différent. Différent, c'est-à-dire qui pourrait se passer dans le 9-3 par exemple, qui pourrait se passer sans cette tension dramatique liée à ce qu'il est. En fait, vous n'êtes pas vraiment un écrivain de polar. Mais en fait, Magali, c'est pas... Oui, non, j'écris plein de choses différentes. Mais en fait, souvent, parfois j'entends. Après, moi, je lis jamais de polar en fait. Moi, ça me donne toujours un peu circonspect, parce qu'en fait, le polar, il y a plein de genres, il y a plein de romans de la littérature générale en fait qui sont. Il y a un mort, on est très très proches les uns les autres. Alors, il y a du polar qui tâche un peu là, les thrillers où on découpe les gens en morceaux, etc. Sous le signe du zodiaque, à la troisième lune, je sais pas quoi. Moi, ça m'intéresse pas trop, parce que ça arrive à raconter rien du monde. Et moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est
c'est raconter le monde. Alors, je vais dans des territoires qui ont plutôt souffert, mais si j'allais dans le 9-3, bon, je vais pas loin, hein, mais c'est pas très dépaysant. Donc, si moi je suis pas dépaysé, si je n'ai pas des découvertes, je vais dire fondamentales, mais enfin, en tout cas, pour moi, toutes les surprises, en fait, tout ce qui m'étonne dans mes voyages, j'essaie de le mettre dans le livre. Et je trouve que le polar, pour moi, c'est un bon vecteur pour pouvoir parler de tout. En fait. Et souvent, je me suis rendu compte au départ, quand j'étais les tout premiers romans qui n'étaient pas édités, qui n'étaient pas bien, mais c'était pas du polar en fait, quoi. Et il n'y avait pas beaucoup de place pour parler de plein de choses, de technologie par exemple. Et je trouve que le polar, en fait, et le voyage, je peux tout me permettre. Donc pour moi, c'est un vecteur qui est pour moi le plus riche. Et peut-être que quand je serai trop vieux et que je ne pourrai plus aller aux quatre coins du monde, bah, peut-être que j'irai dans le 9-3. Mais bon, ça sentira le sapin un peu quand même. Il y a une oreille, je crois. Non, mais je crois qu'il y a une oreille. Une autre question? Bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Bon, non, si je commence à reparler du dernier voyage, j'ai un peu de délire. Donc en fait, non mais mon prochain, parce qu'il y a toujours un décalage en fait entre le moment où on écrit un livre et puis le moment où on remet. À un moment, il y a quelqu'un qui dit ouais, c'est vrai, il surfe sur l'actualité avec Sea Shepherd en fait. Comme si j'avais attendu que Paul Watson soit arrêté pour écrire le bouquin en 3 jours. Et puis tu le files vite fait Enfin, les gens ne sont pas du tout au courant en fait du processus d'écriture. Et en fait, je finissais le livre quand Paul Watson s'est fait arrêter. Et donc, il y a toujours un décalage entre ça. Et comme ce livre, je l'ai fini il y a 7-8 mois maintenant, évidemment, j'ai commencé le précédent. Un petit mot alors, peut-être sur le Oui, prochain. voilà. Alors, c'est sur les territoires sud, les territoires Lakota, en fait, dans le Midwest. Donc, par exemple, c'est la Trumpland. Mais les Indiens, enfin, que j'ai rencontrés, donc les Sioux, c'est un mot français, en fait. Hein. Ils s'appellent Lakota eux-mêmes, en fait. Donc, c'est des territoires Lakota. Et c'est vraiment le Dakota, Montana, Wyoming, tous les territoires on les a expulsés de leurs terres sacrées et on les a mis sur les terres les plus pourries, en fait. D'Afrique du Sud, il n'y a rien de pousse. Donc on les a mis là. Et nous, on a rencontré des activistes. Alors, j'ai eu la chance de partir avec François Bunel parce que lui, il a tous les contacts Sioux, parce qu'on a la même passion, etc. Donc, on est partis tous les deux et on a remonté ces 3 États-là. Et on a vu des choses extraordinaires, mais ça, je ne dirais pas maintenant. Merci à toi. Merci. Je vous rappelle que l'exposition Rêve est accessible au musée Campredon. Et après la chaleur qui fait, je vous invite à aller faire un petit tour à la buvette et au stand goodies qui est juste à côté. Vous trouverez des petits sacs, des carnets en soutien au festival, puisque nous sommes tous des bénévoles. Merci beaucoup.